et on avait dit qu'il fallait se retrouver et essayer de prolonger la discussion, d'une part, avec peut-être une intervention de François qui n'était pas là la dernière fois, qui n'avait pas pu venir, et d'autre part, prolonger sur quelles leçons pour aujourd'hui de ce qu'on avait analysé il y a 40 ans, quoi, hein. Alors, je vais tout de suite, je ne vais pas faire une longue introduction, hein, donc je passe tout de suite la parole à François, hein, et puis après, on prendra la suite, et puis on lâchera beaucoup de temps au débat, hein, voilà. Et il y a Jacques Loya qui arrive, tiens, voilà. Bon. Ok. Bah, écoute, tu as la parole, hein, François. Merci, merci Didier, et bravo pour tout ce travail énorme sur l'histoire et toutes ces prises de notes. Donc, avant de présenter mon analyse sur, il paraît important que je rappelle mon itinéraire. J'ai été appelé au cabinet en septembre 81, à la demande d'un côté de Bernard Tarrot, que j'avais accompagné à la présidence de la FNP de 69 à 75, mais aussi d'Henri Nallet, avec lequel je travaillais à ce moment-là à l'INRA, pour un bouquin qui n'est jamais sorti sur l'histoire de la JAC. Donc c'est ces deux origines-là qui m'ont conduit au cabinet de Cresson. À ce moment-là, je n'étais pas au PS. Je n'ai pas participé à la rédaction et à l'élaboration du programme socialiste agricole. J'étais ancien dirigeant de la JEC. J'avais basculé dans le gauchisme en bossant à Paysans en lutte. Et puis, j'étais arrivé en Loire-Atlantique en disant « La révolution, ça ne se passe pas à Paris. C'est sur le terrain que ça doit se faire. » Et j'étais surtout investi dans la lutte antinucléaire au moment où on m'a appelé au cabinet. En 81, je n'étais pas au PS et j'ai adhéré au PS en 83 à la sortie du cabinet pour participer à la commission agricole et surprise, j'y suis encore. Avec cette remarque, c'est que la commission agricole créée en 75 à l'initiative de Bernard Tarrot à la suite de Pierre Jox, c'est la seule commission spécialisée qui continue à fonctionner à l'intérieur du PS malgré toutes les évolutions. Ah, dis donc. Et l'expérience, donc j'ai ensuite fait, après un passage à l'INRA, une nouvelle expérience de cabinet en 99-2001, et sur lequel j'ai bossé sur la modulation des aides de la PAC, sur la mise en place des contrats territoriaux d'exploitation agricole, et sur la réforme du développement agricole, notamment sur le financement du syndicat. C'est-à-dire que 20 ans après, j'ai mis en œuvre ce qui était en germe au moment des débats de Cresson. Donc c'est pour montrer la façon dont, dans des changements de politique agricole, le facteur du temps est un facteur qui me paraît, moi, déterminant, du point de vue de la conception, du point de vue de la formulation, mais aussi de l'évolution des rapports de force. Alors, on entend des bruits là qui sont... donc, premier élément sur le projet socialiste agricole. Quel regard porter? Là, je suis en désaccord avec la façon dont Didier le présente. Parce que ce projet socialiste, là où Didier, je suis d'accord avec Didier, c'est qu'il mobilise les réseaux du syndicalisme agricole, des anciens de la JAC, des minoritaires, CNJA, FNSEA, le comité de Guéret, une partie du réseau du MODEF et pas les paysans travailleurs. Donc pendant plusieurs années, il va progressivement rapprocher du PS des anciens militants de la JAC qui vont contribuer de façon significative, je pense à la victoire de François Mitterrand, mais ça va permettre la reconnaissance au sein du PS de militants paysans dans des régions traditionnellement catholiques, et qui, ces militants paysans, dans les années qui vont suivre,
vont contribuer à faire basculer un certain nombre de collectivités territoriales. Je prends l'exemple du Finistère, de la Loire-Atlantique, des Côtes-d'Armor, où du fait d'élus cantonaux dans les réseaux du PS, il y a ça a aussi contribué peut-être un peu au niveau des régions. Le projet, quand on le regarde, c'est la reprise pour l'essentiel de revendications syndicales pour, autour des 12 propositions, si on les rassemble, la garantie du revenu paysan, l'organisation des marchés et la lutte contre la spéculation foncière. Mais au cœur de ce projet, ce qui fait son originalité, c'est le basculement du concept qui met en avant le travailleur agricole et non plus le chef d'entreprise. Donc, et là, on parle parfois de paysans, mais on va surtout parler des travailleurs de l'agriculture, ce qui va de façon surprenante, mais pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, souvent dans les formulations de la commission agricole du PS, ça va occulter les revendications des salariés, que ce soit des salariés agricoles ou des salariés de l'agroalimentaire. Non, ce qui est au cœur du projet socialiste agricole, c'est le chef d'exploitation travailleur agricole. Éventuellement les aides familiaux, le conjoint, mais le travail salarié n'est pas analysé en tant que tel et mis en avant dans les projets, dans les propositions ou de façon très rarissime. La deuxième chose, c'est ça occulte aussi les stratégies des filières et des négociations européennes. Bon, ça avait été évoqué par Didier, mais je dirais le cœur des propositions sont autour des producteurs de polyculture, lait, bovin viande, un peu de polyculture, mais il y a des secteurs qui sont en dehors je dirais, du projet, comme les fruits et légumes, tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est ornement, des secteurs qui ne sont pas portés par le syndicalisme agricole. Ces secteurs ne seront pas portés par le projet socialiste agricole. Donc on a, Didier parle de non-aboutissement, de non-réalisation. Moi je dirais plutôt c'est un non-aboutissement des revendications syndicales et non pas une non-réalisation d'un projet politique du vivre ensemble. Parce que les relations producteurs-consommateurs ne sont pas abordées à ce moment-là. Ça a changé beaucoup depuis, mais les problèmes de prix, qualité, dépendance, c'est à peine évoqué. Les enjeux d'aménagement du territoire et du foncier, on parle dans les offices fonciers, mais dans les offices fonciers, on dit c'est les agriculteurs qui pilotent tout. Les collectivités territoriales ne sont pas au cœur du projet des offices fonciers. On n'aborde pas du tout la fiscalité. C'est silence radio. Et de façon assez anecdotique, c'est intéressant de voir comment cette question de la fiscalité, qui joue pourtant beaucoup sur l'évolution des modes de production, elle n'a jamais été analysée de façon sérieuse dans les travaux de recherche à l'INRA ou dans d'autres... Dans les instituts techniques, on a, bon, ça je referme la parenthèse, et il n'y a pas du tout de stratégie sur la place de la France en Europe, de spécialisation, on doit faire de tout, et c'est bon, alors qu'aujourd'hui, un peu avec l'expérience, on dit il y a sans doute des secteurs sur lesquels, et l'absence de stratégie par la commission agricole du PS fait que ceux qui ont une stratégie l'exportation des céréales et tout ça, ont des choses à dire. Mais par rapport à ça, on va dire faut protéger le tiers-monde, mais il n'y a pas de stratégie alternative. Donc, voilà mon analyse du projet socialiste sur le bilan des gouvernements socialistes, surtout celui d'Édith Cresson auquel j'ai participé. Bon, c'est toujours un bilan contrasté.
entre projet et réalisation. Oui, il y a l'inexpérimentation du pouvoir les premières années. Il y a quand même des acquis dès le départ qu'il ne faut pas oublier. Le Larzac, Plogoff, la reconnaissance du pluralisme syndical avec la difficulté au niveau du pouvoir par rapport à un pluralisme syndical de gauche complètement éclaté. Ça vaut l'éclatement de la gauche aujourd'hui. Entre la FNSP, la CNSTP, le MODEF, et cette convergence, le projet socialiste n'aidera pas, on mettra du temps pour la faire converger. Les acquis du point de vue, alors peut-être sur les acquis de la reconnaissance du pluralisme syndical, ça va mettre du temps avant de se consolider parce qu'il y a cette énorme dispersion. Et il y a des critères pour dire c'est 15% aux élections départementales qui fait qu'on puisse reconnaître un syndicat au niveau départemental et au niveau national. Et c'est seulement en 99, dans la loi Le Pincet, qui est relayée après par Glavany, qu'on amène à ce que tous les syndicats minoritaires doivent être dans toutes les institutions, dans tous les offices et dans toutes les interprofessions. Et à ce moment-là, on a déjà la coordination rurale est devenue, fait partie aussi des syndicats minoritaires. Bilan du point de vue des législatifs, c'est les offices par produit. C'est une loi sur l'enseignement agricole votée à l'unanimité des parlementaires. C'est la retraite à 60 ans, y compris pour les agriculteurs. C'est des avancées minimes, mais pas négligeables sur le montant des retraites agricoles, parce que ça, c'est un gros dossier qui pèse très lourd et qui, de façon surprenante, était juste ou à peine évoqué dans le projet socialiste agricole. On en évoquait un peu. Ce qui était mis en avant, c'était la modification des modes de cotisation qui, je dirais, 10 ans après, arriveront sous Nallet avec la référence aux revenus réels et non plus au fameux revenu cadastral. Du point de vue économique, le bilan, il ne faut pas oublier que les conférences annuelles 81-82 ont été des conférences avec des aides importantes. Et là, la gauche n'a pas du tout lésiné. Et pour la première fois, il y avait une différenciation du montant des aides en fonction de la taille des exploitations. J'ai souvenir très précis d'avoir bossé sur ce sujet-là. C'était un signe, mais donc c'était... il y avait aussi les prix à Bruxelles en 82, les négociations pilotées par Édith Cresson. C'était des fortes augmentations. Donc on ne peut pas dire que Cresson avait une bonne compétence européenne et une capacité à négocier à Bruxelles, au-delà des critiques qui pouvaient lui être faites. Donc je voulais parler maintenant aussi des états généraux du développement agricole. Quand je suis nommé au cabinet, je dois m'occuper un peu des coûts de production, un peu des consommations intermédiaires, un peu des sujets fourre-tout où on ne sait pas trop comment on avance, et aussi du développement agricole. Et à ce moment-là, avec Gervais, on discute comment engager une réforme du développement agricole, sachant que derrière le développement agricole, tout l'enjeu, c'est le financement du syndicalisme agricole, c'est l'encadrement des agriculteurs avec le fait qu'on est passé de la vulgarisation au développement et on est passé d'une gestion de l'appui technique pilotée par les services de l'État à une gestion de la diffusion du progrès technique pilotée par les organisations professionnelles sous une co-responsabilité au niveau national, mais de fait, c'est la FNSEA qui gère, qui attribue sur des critères qui ne sont pas farfelus, hein, mais sur des critères qui correspondent à leurs intérêts, les crédits de l'ONDA. Donc l'idée qu'on met en œuvre, c'est en disant il faut
la discussion au niveau national, le rapport de force est impossible. C'est-à-dire que dès que les minoritaires sont dans une réunion, la FNSEA ou le CNJA quitte la salle, c'est fini. Donc il n'y a pas de discussion avec la reconnaissance du pluralisme. Donc il faut discuter sur le terrain, petite région par petite région, et on engage une expérience de concertation professionnelle à grande échelle entre 82 et début 83. Un débat petite région par petite région, 550 petites régions, co-présidé par un représentant de l'administration, un représentant agricole, souvent un représentant de lycée agricole ou de DDA, à côté d'un responsable syndical, avec un animateur qui va souvent être un des conseillers agricoles du terrain, pour répondre à 3 questions. Quelle exploitation pour maintenir le maximum d'actifs en agriculture? Quelles actions de développement agricole? Quelle structure et quel financement? Et ce débat, il a un peu de mal à démarrer. Il va se faire de façon accélérée dans certains coins, mais dans certaines régions, c'est un truc assez impressionnant sur le type de débat qui s'instaure, la multiplicité des contributions. Et on a 200 000 agriculteurs qui vont participer à ce débat avec des synthèses petite région par petite région et 22 débats régionaux parce qu'il n'y a pas de... On dépasse l'échelle départementale, qu'on sait qu'à l'échelle départementale, le rapport de force est tel que les FDSEA vont tout bloquer. Donc à l'échelle régionale, on a des contributions, avec des contributions y compris des ateliers femmes d'exploitation, avec compris de salariés agricoles, différents, sur la forêt bien sûr, et sur d'autres sujets comme ça. Pour terminer, début février 83, 3000 personnes pendant 3 jours à Paris, avec ceux qui sont autour de la table virtuelle s'en souviennent, et des synthèses dont une très remarquée de Jacques Pluvinage sur le fait une agriculture viable et vivable. La diversité des exploitations est un atout, la formation est indissociable du développement, et un conseil neutre et un financement public. Et dans les expressions du pluralisme syndical, si ce n'est que le CNJA est présent, Luc Guyot prend la parole, mais la FNSEA refuse de prendre la parole, et parce qu'on est dans une période d'affrontement fort affrontement politique, entre la droite et la gauche. Et pour la droite, il y a deux locomotives, les agriculteurs avec les grosses manifs à Paris et les manifestations de l'enseignement privé. Donc, le bilan des États généraux est assez impressionnant du point de vue de la participation, du point de vue de la progression des idées sur les modèles. Il n'y a pas un modèle d'agriculture, il y a une diversité d'exploitation sur le terrain. Cette diversité, il faut la soutenir. C'est là où il y a l'emploi et c'est une richesse de production. Et c'est cette diversité qui légitime le pluralisme syndical. Ce n'est pas un modèle qui s'impose à tout le monde, c'est cette diversité qui doit pouvoir s'exprimer. Bon, 83, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes de poumon. 83, c'est le début de la rigueur, c'est Rocard qui succède à Cresson avec comme mission de faire qu'il n'y ait pas de... Il faut régler les 2 problèmes de conflit politique, l'agriculture et l'enseignement. Donc, Rocard puis Nallet vont s'installer à l'agriculture avec des acquis qui sont pas très spectaculaires, mais qui sont quand même significatifs. Les quotas laitiers en 84 et qui vont être combattus fortement par Bernard Tarrot et la commission agricole. Bon, des choses sur l'enseignement agricole, des avancées sur les signes de qualité, ça c'est Nallet, sur les procédures agriculteurs en difficulté. C'est des avancées toujours limitées.
dans le cadre d'une gestion d'une politique publique et d'une politique européenne où la France a comme critère essentiel du point de vue de la politique agricole, c'est de maintenir un commerce extérieur positif avec une cogestion qui reste dominante, dont le rapport de force est un peu différent. Tu bois un coup, qui François. restera présente jusqu'à aujourd'hui avec des formes différentes. Pardon. Je pourrais te proposer un verre de vin d'Alsace parce que ça éclaircit la voix, mais tu es un peu loin, François. Je bois et je reviens. Oui, vas-y, vas-y. On fait une pause en attendant. C'est super intéressant. C'est intéressant peut-être de revenir sur ce qui dit que la commission agricole était opposée aux quotas tels qu'ils ont été définis par Rocard. Ouais, intéressant de creuser ça, c'est-à-dire, est-ce que c'était encore l'idée de quantum qui prévoyait à l'époque? Vous m'entendez là? Oui. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça, que Tarot était opposé au quota. Oui, on lui fera préciser ça après. Ouais. Il y avait le quantum qui s'y opposait. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, il y avait. Ouais. Moi, j'étais petite nuance. Oui. On a passé plein de temps. Sur les quotas laitiers, ouais, c'était ça s'est joué sur. Donc je reviens, j'espère ne pas trop tousser là. Vas-y. Parle doucement, on t'entend bien. Hein. Tu peux parler doucement. Alors, donc aujourd'hui, 40 ans après, ce qui est impressionnant, c'est la diminution du nombre d'exploitations agricoles, la diminution du nombre d'actifs. Donc ce n'est pas la peine de donner des chiffres précis, mais c'est divisé par 3 ou 4 par 3. Sur avec les questions qui sont posées pour moi aujourd'hui en termes de politique agricole. Donc, il y a ce qui concerne l'évolution au changement climatique et, et les transitions écologiques, mais plus précisément, dans la gestion du quotidien, c'est la question de la cohabitation de différents systèmes et différentes formes de production. Parce que la position des socialistes est qu'on retrouve encore fortement dans les discours de la gauche paysanne, il faut une agriculture paysanne, mais les autres n'existent pas. C'est-à-dire que la question comment on fait cohabiter différentes formes d'agriculture, des formes d'agriculture où tu as des salariés, parce que de dire c'est l'agriculture paysanne et les autres on s'en fout, ils ne doivent pas exister, c'est une position d'un mépris étonnant vis-à-vis de la forme du salariat dans les exploitations ou salariat dans l'agroalimentaire. Donc, la question de la cohabitation de différents systèmes de production, différentes formes de production, du circuit court à la relation avec la grande firme capable de s'arbitrer au niveau des marchés européens et mondiaux, cette question-là, elle n'est pas réellement abordée. Parce que donc ça se joue à travers la gestion des aides. Donc, et ça, c'est un des points importants. La question de la gestion du foncier, qui aujourd'hui est plus vraiment abordée. On a, du fait de l'échec des offices fonciers, on a, je dirais, le dossier n'a pas vraiment été réétudié ou de façon, je dirais, un peu ponctuelle et pas. C'est la question d'une forme de municipalisation ou d'appropriation collective totale ou partielle du fait des fonctions environnementales. Le foncier, il a une fonction de production, il a une fonction environnementale, et comment on gère ces deux aspects en même temps. Comment on peut à la fois donner de la propriété privée pour de l'habitat ou pour de la gestion de production,
mais en même temps avoir des contraintes liées aux fonctions environnementales. Et le troisième point qui moi, m'interroge, et ça, ce dernier point, je l'ai été plus sensible du fait de la dernière partie de ma carrière à l'Institut national d'horticulture, en disant il y a des secteurs qu'on a complètement négligés à gauche, qui sont ceux des fruits, des légumes, de l'horticulture ornementale, qui sont des secteurs créateurs d'emplois, où les notions de compétitivité sont, je dirais, il y a des atouts énormes, mais on n'a pas, c'est incroyable de voir les niveaux d'importation et de dépendance dans ce domaine-là. On parle, quand on a un peu de déficit sur la volaille ou sur le porc, ça va devenir scandaleux. Sur ces domaines de l'horticulture ornementale, 80% des fleurs sont importées. Et on n'a pas beaucoup d'émotions là-dessus, quoi. Si ce n'est que c'est pas si facile que ça, mais c'est pas. Donc voilà, c'est comment d'avoir d'une position, je dirais, en gestion politique, c'est pas seulement une gestion d'un secteur de production, mais c'est un des points qui m'a frappé beaucoup, c'est Glavany disant « Je ne suis pas le ministre des agriculteurs, je suis le ministre de l'agriculture dans la nation ». Et dans la réflexion du projet socialiste, on était sur un projet pour les agriculteurs, travailleurs, mais pas sur le projet de l'agriculture dans une société. Voilà mes éléments. Ma contribution au débat est prête à répondre à toutes les questions, même les plus indiscrètes. Super. Ben, c'est hyper intéressant, hein. C'est vraiment un autre point de vue, mais c'est très intéressant. Donc, je pense que ça vaut le coup qu'on ait un débat là-dessus, hein, et que moi, j'intervienne seulement en deuxième partie, hein. Et je pense qu'il y en a qui voudront intervenir en réaction ou en complément ou en question, etc. Donc, qui demande la parole? Alors, pour demander la parole, je vois 20 d'entre vous. Je ne sais pas si je vois tout le monde, hein. Attendez. Non, je pense que… donc, vous pouvez utiliser aussi le chat et puis mettre… voilà, hein. Alors, qui demande la parole pour le moment là? Tiens, il y a André. Moi, je vais bien. Vas-y. C'est moi, vous m'entendez? On t'entend, Bruno. Et on te voit. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait une éternité que j'avais pas entendu François Colson. Bon. Ok. Vous savez qu'il y a un dirigeant qui vient de mourir, là, qui est Louis Colodin. Ah, d'accord. Oui. Et alors, Yves Madeline est au courant, mais il y a eu un truc un peu bizarre. J'ai été désigné au nom de tout le monde pour faire l'adieu funérailles. Enfin, ça, c'est bon. C'est normal, ça. Non, c'est pas normal. Ben si, en tant qu'ancien FNB et salarié de l'Institut, tu peux regrouper toutes les casquettes. Ça m'a surpris quand même. Oui, enfin, ça m'a surpris. Enfin bon, on me l'a demandé, je l'ai fait. Il faut toujours regarder l'histoire de loin, et avec Louis Colodin, qui était un homme de grande valeur, on a longtemps discuté dans nos veillées à Paris, parce qu'on couchait dans le même hôtel, sur le problème de l'unité syndicale et du pluralisme syndical. Et Louis Colodin disait que le pluralisme syndical, c'était intéressant, mais compte tenu des structures de pensée, des forces, etc., ce syndicalisme minoritaire ne réussirait pas à aller très très loin. Et il ferait barrage à toutes les grandes réformes, même si elles sont intéressantes. C'est un peu l'histoire de la gauche. Et il disait que la meilleure des solutions, alors vous allez rigoler, mais avec le passé qui est passé, ça vaut le coup de mettre ça sur la table. Il disait que la meilleure des solutions, c'est tous les 3 ans de faire voter les agriculteurs à la FNSEA, etc., sur des textes d'orientation différents. Et que ça donnerait une proportionnelle dans le conseil d'administration de la FDSEA et aussi à une proportionnelle dans le conseil d'administration de la FNSEA.
Et il disait qu'avec ce système-là, ce qu'on appelle aujourd'hui les minoritaires, eh bien, ils contrôleraient plusieurs fédérations, plusieurs FDSOA, au moins une dizaine. Et il dit que de ce côté-là, il était pour le pluralisme syndical, mais que la formule qu'on a toujours employée n'aboutirait pas à de grands résultats. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, tu veux faire comme au PS, quoi. Mais pourquoi pas, hein, le PS, il s'est construit comme ça, en ramassant des courants et en donnant une proportionnalité. Vous m'avez entendu? Oui. On me parle un peu plus fort. Oui, mais j'ai terminé, moi. C'est une observation de base que je voulais faire. Si tu permets, Didier. Est-ce que vous m'avez entendu et compris ce que j'ai dit? On a compris. Oui. On a enregistré. Bon, voilà. C'est François. Oui. Alors, merci à François là, pour son intervention qui était très claire. Hein. Moi, je n'étais pas dans les instances du PS, ni dans les instances politiques à ce moment-là. J'étais plutôt un observateur un peu dans le milieu associatif. Mais je dirais, moi, ce qui m'a un peu impressionné dans l'ensemble de cette période, c'est qu'on avait l'impression que l'action du gouvernement et du PS a été, comment dire, a surtout réussi sur l'aspect un peu démocratique. On était dans un système totalement bloqué, très conservateur, avec un monopole absolu de la FNSEA, etc. Et donc, c'était un système qui n'était pas acceptable, hein, qui n'était pas dans une société moderne, démocratique. On ne pouvait pas tolérer ça. Donc, là où je dirais il y a eu une réussite, c'est de créer de la pluralité, c'est de créer de nouveaux échanges, de nouveaux débats. Hein, donc, il y a eu en gros une espèce d'effort de modernisation des instances, des institutions. Il a fallu aussi s'ouvrir à l'Europe et à ses considérants, etc. Donc, il y avait nécessité de réformer. Mais cette réforme n'a pas finalement porté sur le fond, ou très peu. Du moins, même s'il y a eu des tentatives, des intentions de faire, là où ça a marché, c'est qu'on a su apporter des cautions démocratiques. Hein, tu l'as cité avant avec le Larzac, le Plogoff, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de réussite en termes de réforme de fond et on se rend compte aujourd'hui de l'incapacité du système politique à réformer l'agriculture, à réformer le système agricole dans son ensemble. Et on perçoit, enfin moi je le perçois sur cette longue période, que c'est finalement le mouvement citoyen qui a plutôt été en capacité d'engager de nouveaux débats, d'engager de nouvelles problématiques, de nouvelles approches. Hein, alors on ne va pas tous les citer parce que ce serait trop long, mais quand on voit par exemple sur les circuits courts, les AMAP, avec toutes les déclinaisons qui existent de circuits courts, etc. Mais c'est aussi sur la question du foncier, terre de liens, hein, qui aujourd'hui, enfin je vois, est une association très dynamique, hein, et qui permet finalement une gestion plus mutualisée du foncier, etc. Donc on se rend compte que c'est finalement le mouvement citoyen qui assure une forme de suppléance par rapport aux politiques. Alors c'est très bien d'un point de vue démocratique, mais ce n'est pas très logique que le politique il y ait une telle inertie, hein, une telle incapacité à réformer le système. Hein, et que ce soit toutes les sensibilités, là, je ne mets pas spécialement... hein, et donc, moi, ce me frappe, c'est comment le système politique aujourd'hui est dans l'incapacité fondamentale de réformer la société et que c'est finalement à la marge, hein, que se joue finalement un certain nombre d'initiatives et de nouvelles démarches qui sont tentées. C'est tout récent, ça. Le phénomène dont tu parles, là, c'est tout récent. Ça a une dizaine d'années. Oh non, c'est quand même... que ça bouge comme ça, que les écolos sont là, présents, que les labels se développent, etc. C'est tout récent. Hein. Enfin, ça dépend des régions, parce que... Hein. Avant. Oui. Je crois que la remarque ou l'analyse de François, pour moi, est très importante. Je partage tout à fait ce point de vue-là, mais le fait que le rôle du politique, c'est de gérer la cohésion d'un groupe, gérer les rapports de force
et tu peux tenir un discours très en avant. Si le rapport de force n'est pas favorable, tu ne peux, quand tu es en situation d'élu, même élu municipal, tu n'iras pas très loin si tu n'as pas un mouvement citoyen, un mouvement social derrière. La question de la relation entre le politique et le mouvement social, là où c'est aujourd'hui très inquiétant, c'est le fait que par rapport à ce qui est la tradition de la social-démocratie dans les pays du Nord, où tu avais une relation structurelle entre le syndicalisme et le parti politique, en France, il n'y avait pas cette liaison structurelle. Et aujourd'hui, on a un éclatement des mouvements sociaux et une déconnexion avec le politique. Ça ne veut pas dire que le politique ne joue pas sa fonction, mais là où ils ont... Quand tu te retrouves en situation d'élu d'une communauté de communes, d'une région et tout ça, ça dépend du rapport de force qu'il y a sur le terrain. Alors, avec en plus au niveau national, la possibilité de légiférer, toi, mais... Nous sommes social-démocrates pour certains, mais il n'y a pas en France de structure social-démocrate comme dans les pays du Nord. Le syndicalisme, il représente 12%, et encore c'est avec les fonctionnaires. Le syndicalisme n'en fait plus que 9%, et avec 7 chapelles, dont 5 reconnues officiellement. C'est un drame. Le syndicalisme français risque de disparaître. Mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, François, avec la nuance, c'est que le politique ne s'est jamais appuyé sur ce mouvement social. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que toutes ces initiatives que je viens de citer, je pourrais en citer plein d'autres dans le domaine justement de ce changement nécessaire, je dirais, en termes de production ou de structure, mais c'est que le politique ne puisse pas être à l'avant-garde. Ça, c'est normal, parce qu'il est obligé de tenir compte des rapports de force. Par contre, il devrait être beaucoup plus volontariste en termes d'appuyer les groupes qui font des choses ou qui tentent des choses. Et ça, aujourd'hui, il y a une très, très grande timidité là-dessus. Tout à fait. Si on prend l'exemple, en 81, quand je regardais là, hier soir là, sur Badinter qui a fait passer l'abolition de la peine de mort, mais à l'époque, c'était très, très minoritaire. Mais c'était l'honneur de la gauche que de faire passer, quoi qu'il en coûte, cette réforme. Mais ça, on ne l'a pas fait dans d'autres domaines. Exactement. Puis Mitterrand a eu un drame personnel. Oui, moi, c'est très intéressant le débat qu'on a parce que, bon, moi, j'ai quitté l'agriculture après cette période-là, assez rapidement, puisque il n'était pas question que je retourne travailler aux chambres d'agriculture. Et donc, je suis parti à la DATAR, où pendant 20 ans, j'ai travaillé sur l'aménagement du territoire et le développement local. Et dans le développement local, il y a eu un mouvement qui venait du bas aussi, qui a été très fort entre les années 70, 80 et les années 2000. Et on a trouvé un certain nombre de collectivités qui ont appuyé les initiatives locales dans le sens que dit François. Le politique peut avoir une attitude proactive par rapport à des dynamiques de terrain et peut les encourager. L'État a essayé, à la fin des années 80, d'encourager le développement local, mais ça n'a duré qu'un temps. Alors c'est Rocard qui était favorable à ça. Autant moi j'étais en opposition avec Rocard sur la partie agricole quand il était ministre de l'Agriculture, autant sur le développement local, c'est Rocard et Chérec qui ont impulsé beaucoup de choses. Mais après, ça s'est retombé parce que les politiques sont parfois dans la gestion de l'existant, dans la pure gestion du fonctionnement des choses et non plus de projet politique. Quand Léniel était le ministre, et puis encore, bon, c'était foutu, il n'y avait plus rien. Bon. Et donc, je pense que c'est bien sûr nécessaire, comme le dit François, que les réformes puissent être
exigé et appuyé par un mouvement social. Et ça a beaucoup manqué en 81. Hein. Mais c'est important aussi que le pouvoir politique favorise l'effort du mouvement social, accepte d'être mis en cause. Et là, je pense que le pouvoir socialiste a eu à cœur de décourager, parce qu'il avait peur des mobilisations, de décourager les mobilisations et de faire que tout se passe à l'Assemblée de façon assez cool, quoi. Donc, il me semble que là, il y a un mouvement dialectique entre les deux. Et aujourd'hui, c'est sans doute un des problèmes principaux qu'on aurait si, par miracle, la gauche arrivait au pouvoir en 2022 avec je pense qu'on a un éclatement, je suis complètement d'accord, on a un éclatement des forces syndicales, des forces, même sur le terrain, des forces citoyennes qui est compliqué. Ça peut évoluer très vite, hein, mais pour le moment, c'est compliqué. Qui demande la parole? François? Oui, je veux bien revenir sur la remarque de Bruno Vialet par rapport à Collodin. Ce débat sur l'unité professionnelle ou diversité dans l'unité professionnelle, c'est un débat qui est très important, qu'on retrouve d'une certaine façon encore aujourd'hui, avec l'incapacité des organisations agricoles sur certains sujets de dire on fait une alliance. Parce que, je n'ai pas regardé les dernières positions de la Confédération paysanne, mais pendant très longtemps, l'ennemi principal, c'était la FNSEA. Plutôt que de dire il y a des points sur lesquels il y a des divergences, mais il y a des points sur lesquels il y a des intérêts communs qui peuvent s'organiser. Donc cette question, c'est vrai que dans la période où Lambert, Tarot étaient dans la minorité à la FNSEA, ils ont fait avancer un certain nombre d'idées de façon spectaculaire. Et à l'extérieur de l'organisation, la structure se referme. Alors, sachant que dans ce processus de création du pluralisme syndical, l'origine en revient en partie à De Baptiste quand il est devenu minoritaire il a quitté le CDJA, est devenu minoritaire dans la FDSEA du Puy-de-Dôme. Il a fait éjecter, toujours des aspects financiers. Donc la question qui est très importante, c'est comment être dans une institution, quelle que soit l'institution, le syndicat, le parti politique, l'association, le fait d'être minoritaire, comment on est minoritaire garant de la démocratie. Parce que ce qui est spectaculaire, c'est quand moi j'étais complètement sidéré les départs du PS récents, il n'y a que ceux que ce soit Mélenchon, que ce soit les derniers à essayer de se présenter, c'est tous des gens qui se sont dit le PS est pourri, il faut faire des trucs où on a la vérité à l'extérieur. Et c'est comment, au sein d'une organisation, tu es minoritaire, tu peux être minoritaire tout le temps, mais d'une certaine façon, ça permet de faire avancer des idées. Alors, il y a Yves, Jean-Claude. On commence par qui? Yves, allez, vas-y. Je veux bien y aller parce que c'est sur le sujet qui a été évoqué par Bruno et sur lequel François vient de revenir. C'est-à-dire que cette question du mouvement social, elle était très compliquée quand même à l'arrivée de la gauche. Effectivement, on est plusieurs autour de la table à l'avoir vécu. C'est-à-dire que il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé dans les années 70, avant. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement une montée en puissance forte de contestation de la vision de l'agriculture qu'avait la FNSEA. Notamment, ça s'est beaucoup cristallisé en 78 dans le secteur laitier avec la taxe de co-responsabilité. Et c'est là que ce qu'évoquait Bruno aurait pu fonctionner. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la manif de Vannes contre la taxe de co-responsabilité,
où il y avait une quarantaine de FDSEA, CDJA, certains qui étaient tenus par la gauche déjà, mais d'autres qui étaient un peu dans l'entre-deux. Et il y avait potentiellement une force de contestation forte et un mouvement social qui était en émergence, mais qui a explosé par le débat compliqué sur est-ce qu'on est, quand on est dans une organisation unitaire comme la FNSEA, est-ce qu'on essaie de prendre le pouvoir, ce qu'a essayé Taro au CNJA et d'autres à plusieurs reprises? Est-ce que la pluralité est acceptée, ce qui n'était pas le cas déjà, ou est-ce qu'on sort? Et donc, c'est sorti un peu en ordre dispersé, et c'était quand même le contexte qu'a rappelé François au moment de l'arrivée de la gauche. C'est-à-dire qu'on avait bon, le MODEF historique, mais on avait la CNSTP, on avait la FNSP, qui est devenue, qui était en fait tout ce monde-là était au départ quand même dans le mouvement des années d'avant 70. Et donc, il n'y avait pas de... Je crois que cette histoire-là a déjà été un peu écrite, mais à mon avis, elle reste encore un peu à faire, encore à compléter. Et c'est ça je crois, enfin, moi, j'ai vu ça de loin, mais qui était un peu compliqué peut-être pour le ministre de l'Agriculture, c'est de dire, j'ouvre les portes aux minoritaires, mais c'est pas eux ils sont pas suffisamment coordonnés entre eux ni sur la même ligne politique pour effectivement appuyer une politique. D'ailleurs, ce que vient de rappeler François tout à l'heure m'a un peu surpris, je crois qu'on avait plusieurs été surpris, c'est de dire par exemple, quand Rocard a fait les quotas auxquels tout le monde a trouvé que c'était bien après, tu disais, il me semble, que la commission agricole du PS était contre. Taro était contre parce qu'il était resté sur l'ancienne ligne de Quantum et de la limitation de la production, je suppose. Et contre la façon dont ça s'est mis en œuvre. Ouais. Que c'était... il aurait voulu... bon, au départ, c'était les quantums. Puis après, quand il a accepté les quotas, mais c'était pas suffisamment pour les petits, c'était une position plus radicale alors que 10 ans après, 15 ans après, quand on a mis en œuvre, tout le monde il fallait les maintenir. Toi, tu vois bien. Peut-être Jean-Claude pose une question intéressante là. Parce que bon, on est plusieurs à avoir trempé dans les états généraux. Justement. Vas-y, Jean-Claude. Oui, est-ce que j'étais intervenu sur le chat par écrit, mais je veux bien développer ça un peu, oui. Toujours un peu sur le même thème, effectivement. D'abord, globalement, moi, je n'étais pas là à la première réunion, là, il y a 2 mois, et je trouve il me semble qu'il y a peu de gens présents aujourd'hui qui étaient là à la précédente réunion. Il y a des nouveaux, mais moi, je l'ai écouté un peu depuis. Et ce que j'en retiens, je trouve que le bilan qu'en a fait François de son expérience, et puis il est vécu 3 ans là-bas, 2 ans, il est extrêmement plus positif pour ce qu'a fait ce gouvernement Cresson, ce qu'il a réussi à arracher, à faire quand même, que je ne l'avais saisi, compris au travers de l'écoute des entretiens précédents. Bon, mais néanmoins, comment, par exemple, pourquoi effectivement le pouvoir politique alors en place ne s'est pas plus appuyé sur ce qu'il a su allumer, réaliser, faire au travers des états généraux du développement et du mouvement social qu'il indirectement était en train qu'il a su mettre en exergue. Bon, j'ai l'impression qu'il a fait ça, puis immédiatement, on a enterré, j'ai l'impression. J'avais la perception que le même gouvernement ou la même équipe Cresson n'avait pas tiré tout ce qu'elle pouvait tirer de ça, ou au contraire avait pu enterrer le dossier, quoi, ou n'avait pas fait ce qu'il fallait pour que le dossier avance. J'ai eu un peu la même impression, je suis désolé, mais la droite macroniste, là, parce que je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut l'appeler, a fait la même chose un peu avec les états généraux de l'alimentation, là, il y a 2-3 ans. Ça a été extrêmement intéressant, les débats. Elle a su conduire des débats avec des technologies, des techniques vachement plus sophistiquées, évidemment, que ce qu'on avait en 83. Et puis,
bon, voilà, est-ce que c'est de manière volontaire ou pas, mais c'est pareil, quoi, on n'en a strictement rien fait. D'ailleurs, pareil avec l'autre truc du genre, à la suite à ce qui a été conduit quelques mois après pour essayer de noyer la Convention sur le l'action climat. des Gilets jaunes. Bon, oui, enfin les voilà. Gilets jaunes. Oui, les Gilets jaunes. Donc enfin, ma question là, puisque François met bien en évidence quand même des aspects positifs, des choses qui ont été faites, et je retiens en particulier les États généraux, et que justement, ça s'appuyait sur un moyen de renforcer les actions terrain et les prises de position et les nouveautés ou les contradictions du terrain. Pourquoi on n'en a pas mieux tiré profit? Quel bilan on fait de la non-suite des États généraux? Voilà. Je peux dire quelque chose là-dessus? Oui, justement, oui. Oui. Vas-y. Eh bien, il me semble que la réponse à la question que tu poses, et qui est très bien, c'est que le Parti socialiste, les forces de gauche, quoi qu'on en dise, n'ont pas une culture qui leur permet d'assimiler tous les problèmes du monde paysan. Et très souvent, le ministre de l'Agriculture, qu'il soit de gauche, quand il voit ses copains du gouvernement, moi qui était dans la machine PS, hein, avec autant la machine syndicale, eh bien, à un moment donné, les membres du gouvernement, ils disent, dis donc, il faut que tes paysans restent tranquilles. Hein. Et donc, tout de suite, ça met de la tiédeur dans les mesures, parce que vu les rapports de force, vu la FNSEA, etc., eh bien, tous les gouvernements sont très inquiets de voir s'allumer des manifestations paysannes très dures. Et donc, ils disent au ministre, tu fais ce qu'il faut, mais il faut que tes paysans restent tranquilles. Vous m'avez entendu? Tout à fait. Tout à fait. C'est une donnée politique fondamentale, ça, dans la gauche. Et quand on voit que Bernard Tarrot n'a pas été en place en position éligible dès qu'il a été dans une liste européenne, alors que nous, on avait Joseph Daul en 5e position. Il y avait quand même dans la gauche des choses qui ne collaient pas. Hein. Ouais. Bon, qui demande la parole là? Je veux bien essayer de répondre aux remarques de Jean-Claude. D'une part, à travers mon expérience et un peu en généralisant après. Mon expérience, c'est à la fin des États généraux du développement agricole, on préparait la réforme avec un renforcement du ministère de l'Agriculture dans la gestion du dispositif, un peu sur le modèle du CNASEA plutôt que de l'ANDA, sur un ensemble de choses de ce type-là. Et j'étais resté dans mon bureau de cabinet. Personne ne m'a foutu dehors, mais personne ne m'a dit que j'étais out. Le changement de ministre, il avait une mission différente de changer les rapports avec la FNSEA, mais je dirais d'une certaine façon, la réforme du développement agricole était enterrée par choix politique et parce qu'il y a aussi le fait que dans le fonctionnement de l'institution politique française, c'est le rôle de la présidence. Et la position de Nallet en tant que conseiller du prince faisait que l'ensemble des décisions, à cette époque-là, faisait qu'il ne fallait pas toucher au rapport de force du développement agricole, ce qui m'a amené pendant, être présent dans aucun des autres cabinets, alors que je connaissais très bien Nallet, parce que le point de clivage que je représentais, c'était par rapport l'attachement que j'avais à la reconnaissance du pluralisme syndical, qui était un fait, même si j'aurais préféré l'autre situation. Et cette situation, tu vas la retrouver dans les débats actuels. D'une part, que dans toute organisation politique, il y a un débat à l'intérieur. Et ce débat, il est souvent assez confus. Et ce débat confus, il ne passe pas forcément par des votes ou il va passer par des images, un peu comme l'évoque Bruno sur
la place des paysans, ils coûtent cher, et puis ils foutent la merde. Donc, mais aussi par le fait de processus de décision qu'on retrouve encore très nettement aujourd'hui derrière Macron et Jupiter. C'est-à-dire que la forme de décision qui est très centralisée, je dirais, fait que la diversité des points de vue, quand c'est un seul bonhomme qui prend la décision, malgré sa capacité intellectuelle, il ne va prendre en compte que quelques critères. Alors que quand tu as un débat parlementaire où tu as plein de gens qui s'expriment, la position va s'atténuer, va s'amenuiser, etc. Je pense que c'est une des très très grandes faiblesses de l'organisation politique française qui amène aussi et qui risque d'amener encore assez souvent des explosions de colère que les institutions ne peuvent plus maîtriser, parce que tout part de, je dirais, du centre. Tout arrive à un moment au centre. Et une des réformes qu'il faudrait, changement de constitution, j'y crois pas trop, mais au moins faire que les députés, on les élise avant le président, quoi. Ça changerait tout. Ça changerait pas tout. Très important. Beaucoup de choses. Très juste, très important. Ça serait une forme de cohabitation. Je dirais d'une certaine façon, dans la cohabitation, la gauche a pu faire plus d'innovation que, c'est un peu provocateur de dire ça, je dirais de la période Le Pain Sec, de la vanille à l'agriculture, on a fait bouger de façon très significative les lignes, alors que quand c'était un président socialiste, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. Est-ce que je peux dire deux mots? Excusez-moi, parce que je dois vous quitter. Enfin, j'ai fait un petit chat là. Enfin, moi, je ne connais pas toute l'histoire là de Présente-toi aussi. L'agriculture paysanne. En fait, moi, je vis actuellement dans la plaine d'Alsace et franchement, à force de faire le tour en vélo et tout, on voit de moins en moins de paysans. Tout ce qu'on voit, c'est que des terres qui étaient autrefois consacrées à la production agricole sont aujourd'hui de plus en plus. En fait, on est complètement dans la spéculation, quoi. En fait, je n'ai pas entendu le terme de spéculation. Et je reviens aussi sur le terme de régulation, c'est-à-dire que, en fait, quel pouvoir de régulation à l'État aujourd'hui pour dire, par exemple, autour de nous maintenant, ce qui se développe, c'est les champs de gazon naturel pour les piscines, pour les stades, et ça rapporte beaucoup. Donc, on est complètement dans la logique spéculative. On transforme des terres agricoles en terres qui rapportent, parce que le gazon, ça rapporte beaucoup, parce qu'on est à côté de la Suisse, on est de l'Allemagne, et voilà quoi. Donc, en fait, moi, je voulais attirer l'attention sur ce côté-là. Est-ce qu'il y a encore dans des plaines comme ça, des grandes plaines comme la plaine d'Alsace, une agriculture paysanne aujourd'hui, quoi, franchement. Et comment le terme de régulation, la politique de régulation pourrait s'appliquer pour limiter justement cette expansion de la logique spéculative au détriment de la production agricole. La question qu'on a complètement, je dirais, abandonnée, pas seulement au PS, mais à mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais de l'ensemble des sensibilités de gauche, c'est un projet un peu construit alternatif sur le foncier. C'est pas seulement des trucs ponctuels, mais comment avoir une gestion du foncier qui soit faite localement, comment faire cohabiter l'attribution pour l'habitat, mais sans que ça devienne de la spéculation foncière et tout ça. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de vraie réflexion. Mais bon, je suis un peu retraité aussi intellectuellement. Et je trouve que c'est pas... Comment on lutte contre la spéculation foncière
ou que ce soit à travers l'habitat, à travers des spéculations ou des agrandissements d'exploitation, on n'a pas les outils, on n'a que les SAFER ou les établissements publics fonciers. Mais du point de vue législatif, on n'est pas allé très loin. Alors, moi, il me semble qu'on n'est plus du tout dans le schéma de 1981 là-dessus. Il y a eu la décentralisation. Il y a des collectivités qui aujourd'hui se sont développées. Il y a eu la loi NOTRe qui a créé des communautés de communes de grande dimension, beaucoup plus en éloignant les collectivités, les anciennes communautés de communes du terrain. Hein. Et il me semble que aujourd'hui, une des questions principales, c'est effectivement à propos de la terre, de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des lieux d'arbitrage entre les différents usages de la terre, entre l'usage agricole, l'usage à but de construction, l'usage industriel quand même aussi, hein, et puis les aménagements. Et il y a des collectivités qui ont créé des instances qui font ça. Il n'y a pas de décision centrale, il n'y a pas, le schéma qu'on avait en 81 de faire une loi foncière pour créer des offices fonciers par la loi. Aujourd'hui, c'est autre chose qui se met en place, c'est des commissions. Quand je vois un certain nombre d'expériences de développement local qui, sur des 20 ans, 30 ans, ont pu mettre en place des lieux d'arbitrage. Je prends l'exemple emblématique de Michel Guinet à Colombey-les-Belles. Il est mort, Michel Guinet, maintenant, mais il y a une expérience dans la durée qui a permis un travail de tous les acteurs avec des commissions participatives et une assemblée générale qui examinait les projets des commissions. Enfin, il y a des exemples comme ça. Ils tendent aujourd'hui à s'estomper, à se raréfier. Il y a un acquis historique très important, mais ils tendent à disparaître parce qu'il y a quand même une réduction technocratique du fonctionnement des territoires qui tend à donner le pouvoir aux administratifs par rapport aux élus et aux citoyens, qui tend à donner aux préfets un rôle accru dans une logique de recentralisation. Donc, en fait, là aussi, on est dans une bagarre qui est confuse, hein, qui n'est pas du tout... et malheureusement, on aurait besoin effectivement d'une régulation nationale pour fixer un cadre, mais je ne vois pas les conditions politiques pour le faire. Il faut donc essayer au niveau de multiplier les expériences et les actions sur le terrain à l'occasion d'équipes qui se mettent en place dans quand même pas mal d'endroits. Hein. Donc, il y a un bilan qui est à faire, là, à mon avis. Je ne sais pas, François, qui a été longtemps secrétaire général, ou qui est toujours, je ne sais pas, t'en es où, François? Ton micro. Micro. Oui, tu parles de quel François, là? Toi, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais... Ah oui, comme secrétaire général, ce n'était pas François Colson. Hein. Oui, non, mais moi, ce que j'ai comme perception, hein, parce que là, je suis à la retraite depuis le début de l'année, mais on sent bien aujourd'hui une sorte d'effacement des collectivités locales, hein, des départements, les régions, qui étaient quand même, depuis les années 80, qui étaient quand même un peu les fers de lance de toute une série d'initiatives, je dirais, dans le domaine agricole, mais aussi de l'environnement, de l'économie en général. On sent aujourd'hui, comment dire, une absence de capacité intellectuelle à penser l'avenir, hein, dans ces collectivités. Elles se sont rigidifiées, un peu sclérosées, hein, de manière assez frappante. Et aujourd'hui, on est dans un système de gestion, voilà, on gère l'existant, mais on voit bien pendant cette crise qu'on connaît depuis un an, c'est l'État qui a repris la main, hein, et on voit bien que c'est l'État qui mène les opérations, qui donne le là, je dirais, sur les logiques, et les grandes collectivités suivent plus ou moins. Hein, mais alors, il y a quelques grandes villes quand même qui émergent un petit peu, quoi, hein, qui font preuve d'initiative, etc. Mais globalement, moi, je trouve que les collectivités locales ont perdu en substance de manière
extrêmement importante. Et je le vois, par exemple, bon, moi, depuis que je suis retraité, j'ai pris la présidence d'une association médico-sociale et entre autres, de travail sur la création d'une conversion d'une ferme, parce qu'on est propriétaire de chaque établissement, souvent avait une ferme associée, quoi, hein, donc, et là, on travaille à la conversion d'une exploitation de 140 hectares qui appartient à l'association. Et on voit bien le manque d'interlocuteurs qu'on peut avoir sur ces questions-là. Hein, en gros, qui sont nos interlocuteurs? C'est le monde associatif, hein, c'est Terre de Liens qui nous aide dans la réflexion justement sur. On est en train d'essayer de créer une espèce de coopérative d'initiative agricole, hein, pour qu'il y ait différents porteurs de projets qui puissent travailler ensemble. Hein, justement, dans ce que disait un peu François autour à la fois des productions locales, mais également des productions céréalières, etc., voire même de tenter des productions de lin pour relancer l'industrie textile, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur de nouvelles productions textiles à partir de productions agricoles. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes, mais on se rend compte que, je vous donne un exemple, on devait tenter une expérimentation, parce qu'un industriel était prêt à faire une expérimentation de production de lin à partir de production locale. Et ben, j'ai dû téléphoner, on n'obtenait pas les 20 000 euros qu'il fallait pour débloquer la première mise en culture, quoi. Donc, par relation, j'ai téléphoné au conseiller régional qui lui-même a dû téléphoner au président de la région Est, hein, pour débloquer. Et c'est lui qui a, de sa propre initiative, parce qu'en plus je le connaissais, dit OK, on y va. Alors que tout le système, je dirais, normal de commission qui devait statuer sur la question bloquait l'affaire. Hein. Donc, et disait, on va en parler, il nous faudra plusieurs mois de discussion pour y arriver. Mais je leur disais, mais attendez, quand il faut planter, c'est tout de suite. Hein, si on veut tenter quelque chose, sinon on reporte d'1 an. Hein. Donc, est-ce que vous nous dites, OK, on y va, même si la subvention arrive plus tard, c'est pas grave? Non, c'était pas possible. Donc, il a fallu, pour montrer comment le système est bloqué. Là, je donne juste un exemple, mais je pourrais en citer bien d'autres. Hein. Donc, on voit une espèce comment dire, il y a une germination qui se fait sur le terrain, hein, avec toute une série d'initiatives, et pourtant, on a une difficulté énorme à relayer, hein, et à ce que ça prenne une dimension plus large. Hein. Ça aujourd'hui, c'est très frappant, et beaucoup le disent aujourd'hui, souvent c'est l'État qui finalement est encore parfois l'interlocuteur le plus réactif, hein, alors que longtemps, on a critiqué l'État pour dire que c'était le système qui était le plus long à réagir. Ben aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas, quoi, hein. On sent, notamment avec les plans de relance, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne faisait pas avant, quoi, hein. Donc, c'est ce paradoxe, c'est on s'est battu pour la décentralisation, on s'est battu pour que les territoires aient plus de pouvoir, et on constate aujourd'hui que ces territoires n'utilisent pas ce pouvoir qu'ils ont, ou n'utilisent pas à bon escient. Hein. J'ai une question sur ce sujet. Oui. Oui. Lucien Bourgeois. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que pendant toute cette expérience des gouvernements de gauche, la régionalisation n'a jamais été un vrai débat sur les aides agricoles. Il faut reconnaître que la France était le seul pays à être jacobin au point où on a été. Tous nos pays européens étaient régionalisés, la grande majorité, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre par certains côtés. Et on était le seul grand pays à avoir une vision nationale des aides. Alors, effectivement, la régionalisation ne pouvait pas être mise en place tant que la majorité des aides était concentrée sur des aides nationales. Et le jour où on aurait dit, mais non, on peut avoir une politique agricole par région, on aurait changé complètement la donne et on se serait mis à l'heure européenne, c'est-à-dire que la région, quand on voit que la région Île-de-France a beaucoup plus de moyens que la Hollande elle-même, on était confondus de voir que tout devait se prendre comme décision à Paris. Et ça, le PS n'a absolument pas alimenté le débat sur une conception, j'allais dire, girondine
de la politique agricole, et ça m'a beaucoup surpris. Et J'ai passé 4 jours avec un groupe 60 agriculteurs, là, qui était plutôt pardon, Un groupe de, j'ai pas entendu. de 60 agriculteurs retraités. D'accord. Pour vous dire, c'est l'association des anciens de la FNB. Donc, se trouvent là des gens un peu intéressants parce que la FNB avait était quand même assez ouverte sur un certain nombre de points, qui étant une structure, bien sûr, de la FNSEA. Alors, ils disent qu'ils sont très inquiets, ils disent que le monde paysan est devenu très individualiste. Très individualiste, parce que quand il y avait des problèmes, ils rappelaient les trucs des CETA, les gens des cantons qui mettaient ensemble leurs problèmes, voire même leur comptabilité, tout ça, pour voir qui disaient qu'il y avait les meilleurs résultats, que tout ça, ça a disparu. Maintenant, c'est l'exploitant, le technicien de la chambre, et il n'y a plus du tout, dans différentes régions, c'était des gens de différentes régions de qui je parlais, il n'y a plus du tout de réunion dans les cantons. Il y a la réforme de la PAC, eh bien, on n'en discute pas. Le bassin parisien m'a dit, bon, chez nous, les agriculteurs, ils sont tous ingénieurs. Alors, ils sont devant leur ordinateur, en fonction qu'ils ont des résultats ou des dispositions, ils font leur compte sur ordinateur, ils n'ont pas besoin de techniciens, ils ont besoin de techniciens juridiques. Voilà, au cas où il y a des problèmes, des contestations sur la manière dont ils vont organiser les choses. Mais ce n'était pas propre au bassin parisien. Tout le monde dit, ces gens-là, que dans leur région, la vitalité syndicale, le débat syndical, il est fortement en baisse, voire en disparition. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même inquiétant. Oui. Alors, est-ce que c'est général ça, ou est-ce que à côté de cette réalité-là, il n'y a pas aussi une réalité d'un renouveau des jeunes qui s'installent en agriculture alternative, de coopératives, enfin de regroupements d'agriculteurs qui mettent en place des circuits courts. Moi, je suis en lien avec un regroupement de 80 agriculteurs autour de Saint-Étienne, avec une association qui s'appelle De la ferme au quartier, et qui organise des circuits courts pour les quartiers populaires, pour avoir une alimentation saine, à prix raisonnable, etc. Et en même temps, des dispositifs participatifs. Donc, il me semble qu'il y a aussi un bouillonnement d'initiatives sur le terrain qu'il faut prendre en compte et qui revient à la diversité dont parlait François tout à l'heure. Hein. Non, vous n'avez pas cette impression-là non plus, vous le sentez ou pas? Oui, c'est intéressant comme question. Oui, enfin, je sais pas, Jean-Claude, vas-y si tu veux, mais je veux bien m'exprimer là-dessus aussi. Non, vas-y. Non. C'est vrai, mais moi j'ai lu il y a quelques jours un papier que j'ai communiqué aux collègues de Mars, là, qui me semble très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a, ce que tu dis Didier, là on l'a observé, la montée en puissance du bio, des circuits courts, des AMAP, etc. Et pour certains ont eu tendance, et c'est un peu la tendance qui domine du côté écolo, à considérer que c'est la transition. La transition, elle va se faire comme ça. Ah oui. Alors que certains connaissent peut-être Jean-Claude Balbeau, qui est un vieux militant paysan en bio depuis 40 ans, et qui a créé d'ailleurs, contribué à créer le réseau Impact, qui était une tentative de faire travailler ensemble les CIVAM, la CONF, avec l'appui d'un certain nombre de chercheurs, donc qui a été très actif. Il vient d'écrire à plusieurs un manifeste de l'atelier paysan. Oui, bien sûr. Qui s'appelle, alors qu'un très beau titre, je trouve, qui s'appelle « Arracher la terre aux machines ». Alors, naturellement, leur manifeste, il est avec une entrée beaucoup mécanisation et avec une dénonciation des effets d'une mécanisation outrancière de l'agriculture on a un peu sous-estimé ce volet-là. On s'est beaucoup focalisé sur
les autres aspects de la modernisation et pas trop. Même si, et Il est à l'écran, hein. Il est à l'écran. Ouais. Merci Claude. Oui, c'est pas arracher, c'est reprendre la terre en machine. Et même si le père de François, René Colson, qui était partisan de la mécanisation pour soulager le travail paysan, dans Avenir rural et motorisation agricole, je pars sous le contrôle de François, avait bien déjà pointé les risques de la mécanisation sur la transformation de l'agriculture. Bon, mais si vous n'avez pas le temps de lire le gros manifeste, là, de 250 pages, il y a un article de quelques pages, une interview de Jean-Claude Balbo et d'autres dans la revue Basta. Ah oui. Et il pointe, et à mon avis, c'est très intéressant par rapport à notre débat actuel, parce qu'il dit, en gros, on s'est trompé. On pensait que le bio, les circuits courts, tout ça, c'était la solution. Mais en gros, il dit c'est une femme. Il n'emploie pas le terme, mais il dit ça rompt pas avec la transformation capitaliste de l'agriculture. Et pour un bio et un circuit court, c'est intéressant parce que je pense qu'il a une réflexion et un peu de recul. Et il dit je fais le lien avec ce qu'on disait sur la diversité des agriculteurs. Il dit il faut quand même qu'on prenne conscience que c'est l'ensemble des agriculteurs qui sont sous la pression du régime capitaliste et qu'il faut retrouver du lien, c'est par rapport à l'individualisme, il faut retrouver du lien entre tous les agriculteurs plutôt que de cultiver l'affrontement entre les bio et les non-bio, ceux qui utilisent des pesticides, ceux qui en utilisent moins, parce qu'ils sont tous victimes et que dans cet affrontement et en cultivant les différences et en croyant qu'on a la vérité, on ne s'en sortira pas. Enfin, je résume, hein, mais bon, d'autres que moi l'ont lu, mais c'est une réflexion, à mon avis, qui est intéressante par rapport aux questions d'actualité, parce que il y a vraiment, sur le foncier, on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire que il y a quand même des juristes qui réfléchissent sur le foncier, sur une évolution du droit de propriété, parce que si on reste effectivement dans le droit de propriété strict actuel, alors que la terre, c'est un bien commun, et qu'on ne modifie pas le droit du foncier en intégrant le fait que le foncier, c'est de la biodiversité, ça a un impact sur le climat, et que on n'oblige pas à ceux qui sont détenteurs, même si on ne va pas supprimer le droit de propriété, ceux qui sont détenteurs du sol agricole, à intégrer les grandes problématiques actuelles qui sont urgentes, hein, qui sont le sol, l'eau, la biodiversité et tout ça, dans la façon de gérer leur foncier. Et ça, c'est très loin de la mentalité d'un certain nombre d'agriculteurs qui disent oui, je peux faire tout ce que je veux sur mon sol, c'est à moi. Bon, alors Terre de Liens avait un petit peu... c'est un petit peu avancé là-dessus avec le bail environnemental, hein, oui. Le fait que, mais il y a un vrai sujet un peu impensé autour du foncier quand même. Oui. On ne va pas refaire les offices fonciers qu'on n'a pas pu faire en 81, mais il y a quand même un vrai sujet autour de ça, puis il y en a bien d'autres aussi. Oui, tout à fait. Jean-Claude. Oui. Didier, moi je voudrais me permettre une remarque un peu de forme là, Didier, parce que oui. Je trouve qu'on aborde tout là trop vite, on passe trop vite du coq à l'âne, je trouve. Alors c'est bien, mais qu'on s'exprime sur ce qu'on veut, mais quand même, bon, parce que je trouve par exemple, qu'entre l'intervention de François Escholzer là, et Lucien Bourgeois, je trouve j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, que François réponde à l'intervention de Lucien, parce que pour moi, leur analyse était contradictoire. Enfin, leur position, leur sentiment étaient contradictoires autour de la question pourquoi n'a-t-on pas régionalisé plus vite? Pourquoi ne va-t-on pas assez loin dans la régionalisation? Pourquoi la gauche qui avait fait un pas important ne l'a pas fait de manière suffisante et bien en dessous de ce qui était fait en Europe, etc. J'ai vu comme contradiction le fait que Lucien continue de penser que
c'est là qu'on aurait l'innovation, la créativité, l'innovation et l'adaptation aux vraies questions qui se posent sur le terrain. Et puis au contraire, juste avant, j'avais entendu François dire ben, moi je trouve que c'est l'appauvrissement actuellement et qu'au contraire, pour avoir une réponse aux questions qu'on se pose localement, on est obligé de remonter maintenant au niveau national. C'est plutôt là qu'on aurait plus d'écoute, d'entente. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question-là qui pour moi est forte. Mais moi, j'ai pas senti. Enfin, je pense que ce que disait François était plutôt un constat un peu critique de la façon dont les collectivités aujourd'hui deviennent incapables de penser leur avenir et d'avoir des initiatives. Hein, c'est ça, non? J'ai cru comprendre ça. Bon. Et ça, c'est le résultat d'un mouvement. Alors là, ça serait un autre débat hein, sur ce qu'a été la décentralisation en 1983, son caractère inachevé, puisqu'on n'a jamais fait le troisième volet de la décentralisation. Hein. Ah oui. Moi, j'avais été recruté par le cabinet des collectivités locales pour faire préparer la loi de 92, qui est devenue la loi ATR, avec un volet démocratie locale qui n'a jamais vu le jour, y compris dans la loi de 92. Hein. Et puis après, il y a eu une période où, malgré tout, avec la loi Voynet, on est allé plus loin dans la mise en place des pays d'une politique participative au niveau des territoires qui favorisait l'initiative. Et puis après, il y a eu Raffarin, et puis après, il y a eu la loi NOTRe. Donc, il y a eu un mouvement montant, descendant, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et pourtant, on a besoin, moi je partage tout à fait, on a besoin de retrouver les voies d'une initiative locale. Alors, il y a bien un mouvement, chez les ANAR, il y a un mouvement municipaliste, mais là, moi, je trouve que c'est vraiment pas ancré dans la réalité. Hein. J'ai le projet de faire un petit texte critique là-dessus un jour. Mais par contre, il faut essayer de conserver les endroits où, malgré tout, il y a des choses qui continuent à exister. Il y a des choses qui continuent. Il y a eu jusqu'à 400 pays. Hein. Et par contre, aujourd'hui, il y a aussi une volonté de reprise en main, parce que le pouvoir, il est quand même beaucoup lié aujourd'hui au niveau central aux forces économiques, aux entreprises, à la finance, hein, et c'est encore plus vrai depuis 2017. Et donc, on est dans un capitalisme qui change de nature, qui devient plus autoritaire et qui ne cherche plus à favoriser l'initiative locale comme c'était le cas il y a quelques années. Donc, il y a tout ce débat-là qui est en contrepoint. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas opposition entre la nécessité d'une planification, du renouveau d'une politique industrielle, du renouveau d'une politique, de différentes politiques nationales et européennes, et l'essor des collectivités. On a besoin des deux, ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, à mon avis. Oui, mais soyons clairs quand même. Ce qui s'est passé, c'est quand même que la façon de donner les aides a avantagé outrageusement le bassin parisien par rapport aux productions de fruits et légumes, par exemple. Et du coup, le PS, loin d'imaginer un renforcement de la politique régionale, même la dernière avatar de regrouper les régions, au moment où les régions commençaient à prendre un petit peu une certaine autonomie politique, de regrouper les régions, ça a été un moyen de les refusiller une deuxième fois. Et on a vraiment un pays jacobin, aussi bien sur la gauche que sur la droite, qui est complètement incapable de mettre en œuvre une politique agricole qui tienne la route. Il n'y a aucune raison qu'il y ait 5 fois plus d'aides sur un emploi dans le bassin parisien céréalier qu'à Avignon ou dans le Vaucluse sur les fruits et légumes. Et ça, je veux dire, c'est une injustice extrêmement importante
Et la Bretagne n'a pas voulu arbitrer. Enfin, il y a eu un moment où la question s'est posée, au moment d'une réforme de la PAC, de régionaliser un peu les aides. Et la Bretagne a lâché parce que la Bretagne rentre toujours dans le rang au dernier moment. Mais franchement, on a eu complètement tort d'avoir une politique aussi nationale sur les aides du premier pilier, j'insiste bien. Oui, c'est pas... OK, bien sûr. Mais pour répondre à la question de Jean-Claude, je vais vous donner deux exemples pour illustrer les propos que je tenais avant. C'était en 2019 et 2020, j'ai participé en tant que président du pays, du Sungo. Le Sungo, c'est le sud de l'Alsace, à une démarche lancée par la région Grand Est sur l'expérimentation de territoires innovants. Et donc, on était 6 territoires de l'ensemble du Grand Est, donc des Ardennes, des Vosges, etc., à travailler ensemble pendant 2 ans pour réfléchir à quels étaient un peu les ressorts possibles d'un développement endogène, enfin, et quelles étaient un peu la manière de se positionner différemment sur un territoire. On a été, drivé par toute une série de consultants qui avaient été payés grassement par la région, avec parfois des points de vue intéressants, notamment sur la création de richesses, en montrant que parfois certains territoires ruraux avaient des ressources insoupçonnées, notamment par les revenus indirects, les retraites, etc., qui arrivaient sur le territoire, ou les revenus indirects qui pouvaient être très, très importants en termes de levier pour justement créer de la ressource locale et de la richesse locale. Mais ce qui était assez, d'abord, extrêmement difficile, c'est que pour aller à ces rencontres, ça se passait à Châlons, on mettait 5 heures de route et 5 heures de route pour revenir, déjà. C'était plus facile d'aller à Paris, parce qu'à Paris, on y va en 2h30, alors qu'à Châlons, il faut 5 heures parce qu'il n'y a pas de liaison directe. Je vous rappelle que la région Grand Est est plus grande que la Belgique en termes de territoire. Donc, genre, on arrivait complètement épuisé après 5 heures de route, et puis il fallait. Et donc, on avait ces consultants qui nous bourraient un peu de manière. Bon, c'était pas. Il y avait parfois des choses intéressantes et d'autres moins, mais au bout de 2 ans de mobilisation, vraiment, ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait faire un travail sur le terrain en revenant. On était complètement épuisé et ça n'a eu aucun impact, ça n'a eu aucun effet, parce que c'était artificiel, c'était une espèce de... on était sous perfusion intellectuelle, mais déconnecté finalement de ce qu'on disait avant, d'un vrai mouvement social. Et ça, c'est aujourd'hui les politiques des régions. C'est-à-dire qu'elles tentent des choses, elles veulent mettre en place des processus, mais ça ne s'incarne pas. Il n'y a pas de connexion réelle finalement à des dynamiques fortes, Et après, bien sûr, il y a eu une réunion en plénière, président du conseil régional qui était là, en grand-messe, etc. Enfin, tout était fantastique. Et depuis, ça s'est arrêté. Alors, bon, bien sûr, il y a eu le confinement, etc. Mais ça montre qu'aujourd'hui, on a l'impression de faire tourner à vide des machines. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une colonne vertébrale un peu intellectuelle sur le développement local. C'est-à-dire que ce n'est pas tant savoir si c'est à Paris que ça se passe ou si c'est sur les gens que ça se passe, mais il n'y a plus d'outils de prospection, il n'y a plus ces émulateurs finalement qui nous incitaient à aller plus loin et à ne pas faire du surplace et à ne pas gérer que le quotidien. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre pays, c'est cette espèce d'émulation. Et en même temps, pour revenir à la question que Yves avait abordée, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie germination, enfin une vraie effervescence sur le terrain d'initiatives locales. Par contre, il manque cet effet de cristallisation. Parce que c'est Hannah Arendt qui disait là, la cristallisation, c'est comment tout ça se coalise et comment tout ça se structure. Et c'est aujourd'hui la grosse difficulté. Moi-même, je suis aussi investi, maintenant que je suis à la retraite, à la Fondation Terre Solidaire, qui soutient justement des projets sur le terrain. Et au printemps, on avait lancé un concours On change le monde. Donc, on a eu plus de 80 projets qui sont venus de toute la France, dans le domaine notamment agricole et le domaine des circuits courts, etc. Donc, on sent que dans beaucoup de régions, il y a des expériences extrêmement intéressantes avec des cohérences très fortes où
travaille le lien social, on travaille l'insertion des populations migrantes, on travaille avec des populations du milieu rural, on essaie de créer des liens, etc. Donc il y a vraiment des très beaux projets, mais c'est chaque fois des projets un peu isolés, un peu parcellaires, et il n'y a pas de, on n'arrive pas à, comment dire, à converger vers une logique plus ensemble, ce qui fait que ça reste exemplaire au niveau local, mais ça n'a pas d'effet de reproduction et d'effet de contagion. Je confirme, enfin, je partage ce que dit François là sur la fin, parce que je le vois en Normandie aussi, dans l'Orne, là, je me rends compte ça foisonne de partout, hein, avec des connexions quand même qui se font, et avec l'arrivée de jeunes qui veulent vivre à la campagne et qui veulent plus vivre à Paris, qui ont un bagage intellectuel assez fort, qui ont créé par exemple un truc qui s'appelle Territoire en commun, qui essaie de fédérer ça, c'est-à-dire qui prennent des problématiques et qui essaient de les conjuguer entre ramener, repenser l'accompagnement médical sur des territoires en désertion, l'installation agricole, les tiers-lieux, parce que le mouvement des tiers-lieux, là, dont on a parlé ces temps-ci, c'est impressionnant. Et je suis aussi impressionné quand même, plein de choses que je ne connaissais pas, du côté des collectivités territoriales, hein, qu'elles soient communautés de communes ou départements ou régions, il y a quand même des possibilités de financement d'initiatives assez importantes. Je suis assez surpris. Il n'y a pas trop de difficultés à trouver de l'argent, mais c'est plus les idées et les projets un peu innovants qui manquent. Mais parce qu'il y a des dispositifs, hein. Pour l'agriculture, il y a les projets alimentaires territoriaux. Alors tout le monde veut faire des pattes entre la collectivité qui veut alimenter ses cantines en produits bio. Il y a plein d'initiatives, mais ça reste quand même un peu sous la ligne de flottaison par rapport à la grande cavalerie de la politique agricole, quoi. Donc, et il n'y a pas de communication entre les deux, alors que il y a des initiatives qui pourraient amener des choses intéressantes. Je ne sais pas si tu le vois en Alsace aussi ou pas. Oui, mais je partage tout à fait ton point de vue, quoi, hein. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas le souci d'avoir de l'argent pour des projets. Non. C'est beaucoup plus la capacité à les créer, quoi, et à les engendrer qui pose problème. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, si on ne dilapidait pas tout cet argent sur un certain nombre de régions qui ne s'en servent pas et qui continuent à mettre des produits phytosanitaires comme avant, c'est vrai que ça alimenterait aussi le dynamisme d'un certain nombre de régions. Ah bah oui. Ouais. C'est un débat qu'on a avec Lucien dans d'autres instances. Mais... Non, mais je vais vous donner un autre exemple aussi au niveau de la décentralisation, c'est autour de la politique de la jeunesse, et qui concerne aussi le monde agricole et le monde rural. Quand il y avait une politique nationale, il y avait des politiques ambitieuses pour la jeunesse, hein, avec l'émancipation sociale des jeunes, la capacité à la promotion sociale, enfin toute une série autour de l'éducation populaire, etc. À partir du moment où c'est les régions et les départements qui ont pris ça en charge, c'est devenu des politiques consomméristes. C'est-à-dire qu'on a assimilé le jeune à un consommateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la carte culture, c'est des crédits pour des vacances, je ne sais pas où, enfin pour tel ou tel projet, mais ce n'est plus un projet global sur la jeunesse, hein, qui est structurant, qui permet à des jeunes de devenir réellement acteurs sur le terrain, d'entreprendre un certain nombre de projets. Et aujourd'hui, c'est plus on voit le jeune comme un consommateur, mais pas comme un producteur, un créateur. Alors François, tu es en train de nous dire que la régionalisation, c'est que du clientélisme? C'est pas que du clientélisme, mais il y en a quand même beaucoup de clientélisme, ça il faut le reconnaître. Mais c'est surtout l'incapacité à définir des politiques globales à un niveau local. Le problème qui existe dans notre société sur le plan politique, c'est qu'on sait où il faut aller,
il y a suffisamment de matières grises, etc., que ce soit l'environnement, les écosystèmes, etc., mais on est pauvre sur les voies de passage politiques. Comment aller du point A au point C, et on se casse la gueule en route, parce que politiquement, eh bien, il y a des difficultés, il y a des contradictions qui apparaissent, et les gens, ils se disputent entre eux, quoi. Et ça n'aboutit pas. C'est le problème écologique, hein, en tout entier, ça. Bon. Alors, il nous reste un quart d'heure, si on veut tenir l'horaire. Hein. Bon, là, moi, je trouve qu'il s'est dit beaucoup de choses intéressantes et on est progressivement arrivé à une discussion sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, là où on est, compte tenu d'une situation qui est… Bon, on a bien analysé enfin, il y a eu pas mal d'interventions, même s'il y avait des nuances sur l'état des forces en présence, etc. Bon. Mais par contre, moi, bon, j'ai pas finalement fait l'intervention que je voulais faire parce que ça me paraissait plus important de continuer la discussion, hein, et de voir comment comment chacun vit les choses là où il est. Hein. Je trouve que c'est très riche, très intéressant. Par contre, il me semble que par rapport à la question qui était posée au départ, c'est de savoir comment est-ce qu'avec nos expériences, y compris celles de 80, mais finalement, on a tous eu des expériences longues, hein, par la force des choses, hein, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer concevoir le changement ou le maintien ou le retour à une société plus humaine par rapport à un certain nombre d'évolutions que personnellement, moi, je ressens comme calamiteuses sur un certain nombre de points. Hein. Alors, François a dit que c'est des évolutions longues, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une certaine urgence par rapport aux enjeux climatiques, par rapport à la sortie de crise sanitaire et à la remise en cause des libertés, par rapport à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui dépassent ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes. Donc, est-ce qu'on peut tirer de ce qu'on a dit un certain nombre de lignes de force par rapport à l'action à mener? Bon, moi, je n'y vois pas très clair, hein, sur ce qu'on a pu dire. Alors, est-ce que ça vous a donné des choses plus claires? Claude? Oui, moi j'ai une question que j'ai quasiment posée à Jean-Claude Balbot. L'autre jour, il était au salon de l'agriculture paysanne à Saint-Étienne et il a dit qu'on essayait de faire tache d'huile et que sur la tache d'huile, on allait juste glisser et ça ne marcherait jamais. Mais je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et il ne m'a pas répondu. Moi, je voudrais savoir quels sont nos outils. Quels outils on a pour que ça change et pour qu'on puisse effectivement tenir compte des agriculteurs, des consommateurs, de l'environnement. Bon, le sujet principal de la Confédération paysanne, la Confédération paysanne était très présente, mais du salon de l'agriculture paysanne, c'était l'alimentation accessible, saine, accessible à tous. Mais le problème sur lequel on a chopé tout le temps, c'était aussi l'accès à la propriété aux terres des jeunes qui voudraient s'installer. Mais effectivement, il y a une prolifération de collectifs formidables. J'ai vu ça, je suis vraiment enthousiasmée, mais il parlait d'une plateforme de convergence. Il faut une convergence. Et quels outils on a pour essayer de changer les choses, pour y arriver si possible. Voilà. C'est un rapport de force, ça Jean-Claude Balbot l'a bien dit, il y a un rapport de force, donc il faut qu'on ait une force qui joue dans ce rapport-là.
C'est-à-dire qu'on peut discuter de ça sur plusieurs plans. Au niveau local, au niveau des initiatives de terrain, il y a énormément de choses qui se font. Et dans le collectif Changer de Cap, où je travaille aujourd'hui avec Claude, avec Ossine, avec quelques autres, on a collecté plus de 250 actions de terrain porteuses d'alternatives, c'est-à-dire de logique de coopération, de solidarité, porteuses de liens aussi. Mais on a aussi fait le constat que ça ne sert à rien de multiplier, enfin ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant de multiplier les initiatives de terrain, ce n'est pas ça qui va changer les règles institutionnelles, qui va changer le régime de la propriété, etc. Donc la lutte politique reste nécessaire, hein, elle est totalement indispensable. Et là, on est dans une période où les choses sont complètement éclatées, plusieurs l'ont dit, hein, on n'est pas… Et la question que moi je voulais poser, mais là on n'a plus le temps d'en discuter vraiment, c'est de savoir si demain un candidat de gauche arrivait au pouvoir par miracle, hein, avec un programme cohérent et qui a été discuté localement, un peu comme on l'avait fait sectoriellement sur l'agriculture, mais de façon générale, hein. Avec une capacité à traduire ce projet en décision administrative, on aurait quand même un certain nombre d'obstacles très importants pour le réaliser. Parce que, d'une part, les forces économiques, l'appareil administratif, hein, qui n'est pas forcément acquis à un nouveau projet, réagiront, resteront pas sans réagir, et on aura des réactions d'une bataille. Et s'il n'y a pas effectivement, comme on l'a dit, une force syndicale, une force citoyenne qui fait pression pour que les choses se fassent, comme ça s'était fait en 1936 par exemple, c'est évident que le rapport de force sera défavorable pour changer les choses un peu plus qu'à la marge, hein. Bon. Mais ça, c'est encore, pour moi, c'est quelque chose qui est improbable, hein. Et le plus probable, c'est qu'on s'achemine vers une période difficile où il va falloir résister en s'appuyant principalement sur les initiatives locales. Et là, c'est très important qu'il y ait des rencontres, des réunions, des alliances sur le terrain. La force qu'on peut avoir pour maintenir une société à finalité humaine, c'est le nombre et la multiplicité des initiatives de terrain. Parce que c'est difficile à un pouvoir central de contrôler toutes les initiatives de terrain. Et d'autre part, c'est aussi l'appui sur un certain nombre de collectivités. Donc c'est ce problème-là qui me paraît aujourd'hui être un problème difficile. Je n'ai pas la clé, hein, mais je me pose la question de savoir ce qu'on peut faire pour aller dans le bon sens. Sans doute que l'essentiel, c'est l'alliance agriculteur-consommateur. Complètement. Oui, oui. C'est par là que ça passera, hein. Oui. Ouais. C'est un phénomène relativement nouveau pour débloquer le système. Même la FNSEA, sur certains points, elle est en train de lâcher. Elle voit bien qu'elle ne peut pas tenir ses positions. Sur certains points, ça devient difficile pour elle, hein. Oui. Je pense aussi qu'il y a, dans les consommateurs, il faut distinguer les consommateurs des classes moyennes et les consommateurs des quartiers populaires. Ce qui est très intéressant à Saint-Étienne, là où était Claude ce week-end, c'est qu'il y a une organisation entre agriculteurs et habitants des quartiers populaires, ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, hein, pour constituer des circuits et au-delà des circuits, des temps de réflexion communs et des coopératives comme la Fourmilière qui est aussi à Saint-Étienne, qui est une coopérative autogérée, hein.
Et puis, du côté des classes moyennes, on est dans les AMAP, on est dans des choses différentes. Mais ce n'est pas contradictoire, hein. Simplement, je pense qu'il faut… il y a plusieurs formes d'alliance, hein, agriculteurs-consommateurs et habitants des quartiers, hein. Voilà. Et il faut que dans le prix final, eh bien, il y ait une part plus importante qui revienne à l'agriculteur, Oui. pour qu'il puisse vivre. Et là, ce n'est pas simple parce que je vois la CLCV, qui est une organisation formidable, bah, dès qu'il y a une augmentation des prix agricoles à la production, oui, elle tape dessus. J'ai vu qu'il y avait une étude qui montrait que dans la valeur finale, la totale de la valeur finale de la vente à la production, des productions agricoles, il n'y avait que 6% qui revenaient aux producteurs. Je pense que ce chiffre est juste, mais ce n'est pas tolérable, ça. Ah ben, ça a toujours été comme ça, non? Ah bah oui, mais là, il y a quelque chose qui ne colle plus, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est une anomalie épouvantable. Pour répondre à ta question, Didier, aussi, je voudrais dire en souriant que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des états généraux de développement local. Que, ah oui. C'est aujourd'hui quand on est sur le terrain, moi je suis beaucoup impliqué dans des initiatives sur le terrain, très vite on est, comment dire, on est noyé dans le local, hein, et on n'a pas, on n'a plus ces références nationales ou ces références plus larges pour penser l'action, hein. Et aujourd'hui, il nous faudrait des lieux où on peut penser l'action, pas uniquement au niveau local, mais aussi à un niveau plus large. Et ce qui manque, c'est ce qu'on est en train de faire là, tu vois, des forums, des lieux où on puisse, comment dire, réfléchir au niveau de la prospection, réfléchir au type de développement, au projet qu'on veut mettre en place et voir comment faciliter les convergences, hein. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est cette capacité, ce projet politique, je dirais, commun, hein, ce lien commun qu'on peut créer entre ces différentes initiatives. C'est ça qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas bien, hein. Et ce qu'il faut, c'est quelque part un agrégateur, quelque part quelque chose qui permette d'agréger, de faire converger les dynamiques, hein, pour un véritable changement. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Alors, je ne vais pas faire de pub pour notre réunion de mars demain soir. Ceux qui sont inscrits vont y venir, mais c'est un peu quand même l'idée que développe Baliorg, c'est-à-dire qu'on est un peu quand même… autant il y a eu un espèce de contrat entre la société et les agriculteurs après la guerre pour répondre aux grands enjeux de se nourrir, de libérer de la main-d'œuvre, etc., que vous connaissez. On est un peu, il faudrait, par rapport aux enjeux actuels, un nouveau contrat entre l'agriculture et la société, et qui prenne en compte, qui n'est plus l'enjeu de la modernisation et de l'intensification, qui n'a pas su s'arrêter à temps et se réformer à temps, mais qui a un vrai enjeu par rapport aux questions qui nous concernent tous et qui nous dépassent tous, hein, qui sont le climat, la biodiversité, l'égalité, la justice sociale, etc. Et on voit bien, alors par rapport, pour répondre à la Didier qui dit si par hasard il y avait un président de gauche dans quelques mois, on voit bien qu'on est loin de ça. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui se passent, on l'a dit, quand on regarde les programmes, mais ça reste quand même très sectoriel, et il n'y a pas de vision un peu globale de la place de l'agriculture dans la société par rapport à ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'alimentation. Tout le monde mange 2 à 3 fois par jour, et donc c'est quand même un moyen de faire du lien social et donc d'arriver à redéfinir quelque chose qui soit de l'ordre du bien commun, et dans lequel tout le monde est partant, et qu'on sorte effectivement, comme le dit Jean-Claude Balbo, là, ça ne sert à rien que les bio tapent sur les conventionnels ou vice-versa, c'est tout le monde qui est concerné. Et je pense que malheureusement, parce qu'on vieillit, mais je crois qu'il va falloir encore sauter un tour pour qu'on arrive
Alors, c'est peut-être ça, à ça qu'il faut travailler pendant 5 ans, mais arriver à esquisser un peu ces contours de ce nouveau contrat social entre l'agriculture et les consommateurs et la société et les citoyens. Et peut-être que l'Allemagne aura un chancelier social-démocrate. Social-démocrate. Ouais. Ça n'a pas changé grand-chose. Oh. Joseph. Bon, mais c'est peut-être démobilisant. Enfin, je ne pense pas que ce soit démobilisant, parce que je pense qu'on a cité plein de choses intéressantes qui se passent, qui pourraient s'agréger et contribuer à la réflexion un peu plus globale. Bon, il est 8 heures. J'ai le souci de l'horaire. Hein. Donc, moi, je retiens à la fois, il faut tous qu'on soit sur Mars demain soir, si je comprends bien. Hein. Oui. C'est la suite de la discussion. Hein. Ouais. Et à la fois dans ce que... C'est quoi Mars? Je ne connais pas. Ah bon, tu n'es pas sur nos listes de diffusion, là, François? Non, non. Ah bon? Bon, Ah ben voilà une carence qu'il va falloir combler, non? Ben oui. Mars, celui qui peut le définir, c'est peut-être Didier, qui en était le créateur, un des créateurs. Ah ben avec Joseph. Ça a été lancé par Didier Minot en 83 parce que l'arrivée de Rocard allait soi-disant tuer tous les débats. Ouais. Ça, c'était vrai, ça. Ça fait lien quand même avec l'exposé de François, parce que les États généraux, ça avait permis à plein de gens, des ministères, des organisations professionnelles, de la recherche, de travailler ensemble aux États généraux. Puis, comme ça s'est arrêté, un certain nombre ont dit ça serait bien de continuer à réfléchir ensemble, en oubliant nos casquettes institutionnelles, d'une réflexion libre. Alors, à la suite de Didier, a animé ça pendant longtemps. Et puis, moins longtemps que vous. Hein. Moi, j'ai bifurqué parce que au début, je m'occupais encore d'agriculture en tant que l'agricole de la DATAR pour faire les premiers contrats de plan. Donc, je me bagarrais contre le cabinet de Rocard pour maintenir un certain nombre de bribes du projet socialiste dont on a parlé aujourd'hui. Mais c'était et assez vite, je suis parti sur l'aménagement du territoire avec un grand A. Et donc, j'étais plus dans le coup. Et du coup, j'ai créé Avril. C'est-à-dire qu'après, on a dit, mais après Mars, c'est quoi? Et c'est Michel Ergan qui a dit, ah ben après Mars, c'est Avril. Hein. Donc, c'était Association pour l'avenir des régions et l'initiative locale. En 86, oui, oui, c'est ça. Et donc, je n'ai pas été très, très longtemps actif, mais vous avez super tenu le flambeau, là, depuis 30, j'ose pas dire, presque 38 ans. Hein. 38 ans, oui. Ah là 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 là. Bon. Et il y a eu tous les mois une réunion au MRJC, rue des Renaudes, pour débattre avec différentes générations. Ça a été super. Hein. Faudrait faire un gros livre avec tout ce qui a été dit. Hein. Ouais, il sera gros le livre, d'accord. Et paradoxalement, le COVID, alors qu'on tournait un petit peu sur un cercle parisien, le Covid, depuis 1 an et demi, presque 2 ans, nous a permis de passer en Zoom et de renouer le contact avec plein de collègues distants, comme Michel, comme François. Très bien. Exact. Miracle des nouvelles technologies. Et même Guy de Baïel depuis Montréal. Ah ben oui, forcément. Voilà. Donc, écoute, François, je ne sais pas si j'ai ton mail. Je peux comme c'est moi qui ai en ce moment la charge de l'animation, je peux te faire suivre l'invitation parce que c'est sur inscription. D'accord, oui. C'est f.eicholzer@gmail.com. Eicholzer, là, tu peux voir mon nom sur l'image. Parce que c'est un peu compliqué à écrire. Voilà. Arrobas, c'est quoi? Gmail.com. Gmail.com. Et puis la deuxième chose que je retiens, moi, c'est que l'idée de dire qu'il manque des états généraux du développement local, je n'étais pas conscient de ça, mais pendant 10 ans, j'ai animé d'abord le CRIDEL, puis l'École des territoires, et on a fait des rencontres des acteurs du développement local. Il y en a eu 5 ou 6, où il y a eu 500 personnes, entre 400 et 500 personnes à chaque fois, avec une vingtaine d'ateliers pour faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire avoir un élargissement de l'horizon de chacun, etc.
Mais par contre, on avait des crédits publics et moi, j'avais quand même 30 ans de moins. Donc, je ne sais pas comment on peut le refaire maintenant, hein. Mais c'est sans doute une idée à reprendre, hein. Moi, c'est étonnant ce que tu dis parce que je n'avais pas du tout conscience qu'il manque cette référence. Ça avait été très précieux à ce moment-là pour booster un certain nombre d'expériences avec des ateliers thématiques, des ateliers transversaux, etc. J'ai tous les comptes rendus, hein. Donc, voilà. Donc, à rediscuter, je te rappelle peut-être là-dessus. Bon, on s'arrête là, hein? Bravo. Merci de votre... Je vais essayer de faire un compte rendu, si possible, en reclassant les interventions par thème, hein, et puis de vous envoyer ça. Mais ça ne sera pas fait demain soir, hein, ça, il faudra un petit peu de temps. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. J'ai fait 14 pages de notes, là. Bon. Bon. Ben, écoutez, merci. Et puis, rendez-vous demain soir à Mars, alors, hein. Oui, pour ceux qui sont disponibles. Pour ceux qui sont disponibles. Voilà, très bien. Eh bon. ben, super, merci Didier. Merci, merci aux organisateurs. Salut François, salut François. Merci. Salut. Salut à tous. Super, content de vous voir là. Salut.